Amis téléspectateurs, lecteurs, lectrices, prenez un papier, un stylo. Ce soir, nous composons pour vous la bibliothèque idéale de la Grande Librairie et nous préparons votre valise. Christophe André, psychiatre, entre autres, et écrivain. Mais est-ce que vous diriez, vous, en tant que lecteur, en tant que psy, que la lecture fait partie des remèdes pour vaincre la fatigue, l'ennui, la dépression? Est-ce que les livres aident à mieux vivre, avis de spécialistes et de professionnels? Oui, oui, alors il y a mon avis subjectif, évidemment, qui est, la réponse est oui, clairement, mais il y a aussi beaucoup d'études. C'est-à-dire que c'est un domaine qu'on a étudié, exploré de manière scientifique, et c'est vrai que des prescriptions de livres au bon moment, à la bonne personne, le bon bouquin, peuvent avoir un effet authentiquement thérapeutique. Alors il y a les livres de psychologie, évidemment, le côté un peu technique, surmonter la dépression et ses angoisses, mais il y a aussi... La littérature, la fiction. Voilà, toutes les œuvres de fiction, toutes ces œuvres qui peuvent être consolatrices, qui peuvent apprendre au lecteur à rentrer dans le rouage du fonctionnement de son esprit. Vous savez, on a aussi des études qui montrent que les grands lecteurs de romans développent un niveau d'empathie supérieur. C'est-à-dire, plus vous lisez des romans, plus vous apprenez à comprendre comment les autres personnes face à vous souffrent, aiment, s'énervent, et donc vous êtes beaucoup plus affûté relationnellement. On a aussi des données sur ça, donc c'est un monde assez passionnant, la jonction entre psychologie et lecture. Alors vous l'avez dit, c'est le bon roman au bon moment. Reste à savoir ce qu'est un bon roman. Je me tourne vers vous, Marie-Hélène Lafont, parce que vous enseignez les lettres. Qu'est-ce que c'est qu'un bon roman? Je suis persuadé que vos élèves vous posent tout le temps la question. Mais madame, c'est quoi un bon roman? Pour moi, un bon roman, c'est d'abord une aventure de la langue. Avant l'histoire que ça raconte? Ça n'est que mon avis, mais pour moi, c'est fondamental. C'est d'abord une aventure de la langue et il faut que ça vous arrache. Il faut qu'on en sorte autrement qu'on y est entré. Voilà. C'est une belle définition, ça. Yann Kefelec, le bon livre. Alors, c'est assez difficile de faire le départ entre l'aventure de la langue et l'aventure de l'histoire. Parce que généralement, l'histoire produit elle-même sa langue, le style, le ton dont les personnages se nourrissent. Donc moi, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de l'écriture et de l'histoire, et particulièrement du ton. Ça m'est complètement égal que le livre soit mal écrit si cette mal écriture est accordée à la réalité des personnages qui sont mis en scène. La vie de François, par exemple, de Romain Gary, pour moi, c'est un chef-d'œuvre parce que la phrase est souvent bancale, les mots sont à côté de la plaque, mais on est tellement pris par l'histoire de ce gamin, sa sensibilité, qu'on y croit, qu'on est emporté et qu'on en ressort différemment de ce qu'on y est entré. Mais pour moi, La vie de François n'est pas du tout un livre mal écrit. Au contraire. Oui, non, mais mal écrit au sens classique, au sens du bon français, du Oui, c'est pas académique, on va dire. Non, c'est pas académique. Quand je dis l'aventure de la langue, justement, on peut la déplacer, on peut la distordre, on peut la réinventer. Alors, on est d'accord. J'attends pas du tout d'une langue qu'elle soit bien écrite. Tout à fait. Ouais. Et Christophe André, alors, encore une fois, c'est l'avis du psy pour commencer, puis on oubliera le psy pour parler du lecteur et de l'écrivain. Mais quand Marie-Hélène nous dit que c'est l'aventure de la langue qui est déclencheur de ce qu'est un bon roman, est-ce que ça, les gens peuvent le comprendre facilement? Souvent, on attend une histoire, mais comment faites-vous, vous, pour expliquer à vos patients qu'en lisant une langue, tout à coup, ils vont être peut-être plus ébranlés qu'en suivant une histoire? Alors, de manière indirecte, on découvre ça à la manière dont nos patients nous parlent des livres qui les ont aidés. Par exemple, un lecteur qui souffre d'anxiété, de dépression, de choses comme ça, va être frappé par certaines phrases d'un livre, par la musique de ces phrases, et va s'en servir comme d'une sorte de mantra qui va se remémorer, se répéter, il va se souvenir de ce qu'a dit le héros. Et là, la formulation est fondamentale. C'est comme la poésie. Vous pouvez dire la même chose sans que la forme soit présente et soit raccord avec le message, et ça tombe totalement à plat. Donc, on vérifie ces choses-là, effectivement, qu'il y a une musique des phrases qui va aller droit au cœur du lecteur et qu'il va s'approprier à ce moment-là ce qu'il a lu, totalement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous parliez de la musique des phrases. On va essayer de deviner, de savoir et de comprendre quelle musique, pour quelle phrase vous sont réservées pour cet été. Tiens, on va commencer peut-être avec vous, Pierre Lemaitre. Y a-t-il un livre que vous lisez, que vous relisez, dont vous ne pouvez pas vous passer et dont vous voudriez qu'il soit dans toutes les poches, dans toutes les valises cet été? Alors oui, il y en a plusieurs, mais il fallait que je fasse un choix, il fallait que j'en apporte un. Alors, j'ai choisi Tolstoï et j'ai choisi Guerépet. Guerépet de Tolstoï. J'ai choisi Guerépet. Alors, il y avait plusieurs raisons à ça. La première, c'est que c'est une émission de vacances.
Et moi, en vacances, j'aime emmener des gros livres. Ah bah ça, je vous confirme. 2 gros volumes, là, les voilà. Ouais. Et Folio, vous en avez pour tout l'été. Oui, vous avez pour tout l'été. Ben oui, parce que dans le courant de l'année, notre temps est plus compté. Le moment des vacances, c'est un moment où on peut s'installer dans la durée. Et ce sont des livres, celui-ci, mais il y en a d'autres peut-être qui seront présentés ce soir, qui justifient qu'on y rentre lentement et qu'on prenne du temps. En fait, les vacances, c'est un moment où on se réapproprie le temps. Et la lecture longue, les livres épais, les aventures romanesques de grande envergure sont celles qui nécessitent qu'on prenne du temps pour y rentrer. Quand vous dites on y rentre lentement, vous n'êtes pas en train de me dire que c'est un petit peu long, qu'il y a des passages... Non, c'est ce que je dirais tout à l'heure du livre que j'aime pas. Ah bon. Mais celui-ci, c'est pas du tout le cas. Oui. Alors, racontez-nous un tout petit peu, parce que Guerre et Paix, évidemment, ça fait partie de ces grands classiques dont on dit, ah oui, forcément, Guerre et Paix. Comme disait, c'est Woody Allen, je crois, qui disait Guerre et Paix, je l'ai lu. Ça parle de la Russie. Ça parle de la... Mais c'est très Alors, juste. à part de la Russie, ça nous parle de quoi, Guerre et Paix? Non, mais je pense que Woody Allen, en faisant cette blague, il a à peu près tout dit. Il a à peu près tout dit. Parce que, au fond, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un roman. J'espère pas quand même. Non. Parce que, au fond, c'est la Russie au carré chez Tolstoï. Ouais. C'est-à-dire, c'est à la fois des personnages russes, c'est l'âme russe, c'est la politique russe, c'est la philosophie russe. Enfin, vraiment, c'est un livre absolument russe. Alors, c'est curieux parce qu'il y a un certain nombre de livres comme ça qui, d'un seul coup, vous font comprendre quelque chose qui est terriblement exotique. Lisez, je sais pas, les 3 mots de Kawabata, vous êtes au Japon. Là, vous lisez une page de Tolstoï, vous êtes dans la Russie du 19e siècle. C'est vraiment un roman. Alors, on va dire un tout petit peu... Oui, il n'y a pas que la Russie, parce qu'il y a également des pages absolument somptueuses et très, très violentes contre la France, contre Napoléon. Quel portrait terrible fait par Tolstoï. Alors, de Napoléon. Je veux juste revenir, François, sur ce que vous disiez à l'instant, les livres qu'on a l'impression d'avoir lus. Oui. C'est le cas pour Guerre et Paix, c'est le cas aussi, par exemple, pour Les Misérables, c'est le cas pour Les Trois Mousquetaires. Ce sont des livres qu'on nous a racontés 1000 fois, qu'on a déjà vus au cinéma. Oui, multi-adaptés. Voilà, multi-adaptés, ou même dont on a lu beaucoup d'extraits parce qu'on avait peur de lire un gros livre et qu'on vous l'a donné un petit peu par extrait, etc. Et en fait, on croit souvent avoir lu ces livres parce qu'on en connaît l'histoire. Et là, je rejoins ce que disait Marie-Hélène, c'est-à-dire, il y a la question de la langue et il y a la question de l'histoire, et c'est pas tout à fait la même chose. On croit avoir lu un livre parce qu'on en connaît l'histoire, sauf que ce qui nous manque, au-delà de l'histoire, c'est la langue dans laquelle... Et alors la langue de Tolstoï, par exemple, elle n'est pas terrible. Elle n'est pas terrible. Ah bah, je croyais que vous aimiez le livre, vous êtes en train de me le descendre. Non, pas du tout. Non, j'essaye d'être honnête avec le lecteur à qui je veux donner l'envie de le lire. Elle est traduite, hein, dit Marie-Hélène à côté de vous. Oui, c'est... Et oui, comment sait-on ce qu'il en est vraiment d'une langue qu'on ne lit pas J'entends bien. Alors, on va parler, mais mettons-le au facteur commun, je parlerai du Tolstoï traduit en français, puisque je ne parle pas le russe. Donc, je vais parler du Tolstoï en français. Et le Tolstoï en français, j'ai vu 3 traductions, formidable livre, mais qui n'est pas un grand livre de style. Tolstoï, c'est pas un style, c'est un souffle. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, Tolstoï, c'est pas un styliste. On n'est pas devant quelqu'un qui va faire une recherche du mot précis, d'une joliesse de la phrase. C'est un homme qui raconte, qui a une sorte d'énorme appétit, un peu pantagruélique par rapport à son histoire. C'est une espèce de fleuve roulant. Et c'est très curieux parce que mon épouse lisait Théodore Dreiser, une tragédie américaine, qu'on a eu la bonne idée. C'est un formidable livre, extraordinairement mal écrit. Alors je dis pas du tout la même chose de Tolstoï, qui écrit bien. Mais si vous allez chercher un styliste, c'est pas chez Tolstoï, mais par contre, si vous voulez une grande aventure, c'est chez lui qu'il faut la chercher. Est-ce que vous pouvez nous la raconter, nous rappeler un tout petit peu cette grande aventure? Oui, il y en a pour 2 ou 3 heures. Voilà, c'est assez complexe. Vous racontez le début. Les familles, peut-être. Les familles, alors, au moins. Oui, voilà, en fait, il y a deux grandes familles. L'action du roman va s'échelonner entre 1805 et 1820. Donc, on est dans la grande période napoléonienne, cette période où Napoléon fait et défait l'Europe. On est en 1805, 2 familles vont se trouver prises dans cette période qui va aller globalement de Austerlitz jusqu'à la chute de Napoléon. Et naturellement, c'est l'occasion pour Tolstoï de nous raconter, et c'est ça qui est intéressant, je crois, pour les lecteurs qui vont l'emmener en vacances, c'est que s'ils veulent un roman d'amour, c'est un roman d'amour. S'ils veulent un roman d'aventure, c'est un roman d'aventure. S'ils veulent une réflexion sociale, c'est une réflexion sociale. S'ils veulent un roman à clé, c'est un roman à clé. S'ils veulent un roman historique, c'est un roman historique.
historique. Franchement, c'est un livre un petit peu total, et c'est ça qui fait le charme extraordinaire de ce livre, c'est qu'au fond, quoi que vous alliez chercher, vous avez le bon tiroir. Ça, c'est le fait des grands livres. Des personnages quand même géniaux, Natacha, Pierre, oui. Bezoukov. Mais c'est les personnages secondaires chez Tolstoï qui sont extraordinaires. Il y a un type, là, chez Tolstoï, qui s'appelle Kutuzov. Ouais. Alors, Kutuzov, c'est un type qui va diriger l'armée, qui va toujours se tromper, qui dort pendant les conseils militaires et qui, en fait, va avoir la peau de Napoléon. Donc, en fait, ce qui est extraordinaire chez Tolstoï, c'est la manière dont il nous raconte l'histoire autrement. Et je dirais même, à l'inverse, c'est qu'il nous raconte la contre-histoire de l'Europe. Tout le monde est d'accord sur ce choix et sur cette façon de dire? C'est tellement bien raconté qu'on ne peut pas aller contre une déclaration pareille. Sinon, je te guette, toi, tout à l'heure. Je sais. Ah oui, Tolstoï, unanimité, donc là. Non, mais moi, du coup, Alice. j'aurais peur d'entrer dans le... Parce qu'on a cette... Non, parce que je vous vois venir, vous. Chez les Russes, c'est ça, on a cette c'est manie Tolstoï un peu en France, ou c'est Dostoïevski. Voilà, on a cette manie en France d'aimer un peu les combats. C'est-à-dire, on peut pas aimer Racine et Corneille, il faut choisir. On peut pas aimer un tel et un tel, il faut choisir. Et moi, j'avoue, ouais, chez les Russes, j'ai choisi. Mais vous l'aimez bien, Tolstoï, ou pas du tout? Eh ben, je trouve que par rapport à Dostoïevski, qui est mon grand amour, Tolstoï manque un peu de facétie, manque un peu de fièvre, a une volonté de roman total, donc qui frôle la volonté d'exhaustivité qui parfois m'assomme. Et je trouve aussi que il manque d'empathie avec ses personnages. Alice, pour Anna Karénine, on ne peut pas dire qu'il manque d'empathie avec ses personnages. C'est aussi romantique que Dostoïevski. Non, Alice, c'est intéressant que tu dis ça, parce que j'avais failli amener Tolstoï pour le livre que je voulais conseiller et Dostoïevski pour le livre que je déconseillerais. Parce que c'est vraiment un auteur qui me casse les pieds depuis 30 ans. Lequel? Dostoïevski. Alors tous, notamment les frères Karamazov. Non, c'est un auteur qui me casse les pieds parce que je trouve que ce ne sont que des bondieuseries et franchement, ça me casse les pieds. Alors justement, allez Zénitaire, vous, quel est le livre que vous voudriez conseiller à nos téléspectateurs ce soir? Les frères Karamazov, évidemment. Et je vais vous dire quelque chose. En fait, Dostoïevski a cette élégance et cet humour incroyable qui fait que dès la préface, le narrateur, puisqu'il y a un narrateur dans les frères Karamazov, un narrateur qui est lui-même un romancier, qui n'est pas Dostoïevski, qui est un personnage un peu étrange. Et Dostoïevski a cet humour que je trouve magnifique au début d'un livre fleuve également. Il va nous dire... voilà, finalement, j'ai décidé de vous parler d'Alyosha Karamazov. Qu'est-ce qui fait de ce personnage un héros? Je suis même pas sûre. Il est peut-être un peu flou, Alyosha. Il n'est pas tout à fait formé. Donc, on pourra trouver qu'il vaut pas un gros livre. Et puis, il dit, je sais qu'il y a des lecteurs délicats qui veulent aller jusqu'au bout pour ne pas faillir à l'impartialité. Mais malgré leur conscience méthodique, je leur fournis un argument des plus fondés pour abandonner le récit au premier épisode du roman. Voilà. Sa préface sert à ça, à dire « les gars, je ne sais pas où je vais ». Arrêtez tout de suite. Et donc, vraiment, si vous vous sentez mal, reposez le livre. Et puis, il finit sa préface en disant « voilà ma préface finie ». Je conviens qu'elle est superflue, mais bon, elle est écrite, gardons-la, et maintenant commençons. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal, ça. C'est une très bonne manière de faire, d'attraper le lecteur. Cela dit, alors attendez, on est quand même dans l'opposition classique. Alors, c'est pas Racine Corneille, hein, c'est vraiment le Tolstoï de Dostoïevski, c'est le Racine Corneille russe. C'est aussi un très très grand roman qui a la volonté d'embrasser pratiquement toute l'histoire de la Russie à travers l'histoire d'une famille, non? Oui, mais... Les Karamazov, on rappelle un tout petit peu Alice Zénitaire? Oui, alors les Karamazov, les hommes de la famille Karamazov, il y a le père qui est ce bouffon alcoolique, radin, qui a rendu... libertin. Voilà, qui a rendu deux femmes extrêmement malheureuses, et avec ces deux femmes, il a eu 3 fils, Dimitri, Ivan et Alyosha. Et au début du roman, on a cette chose qui est très étrange. Donc Dimitri et ses 2 frères n'ont pas été élevés par le père. Ils ont tous d'ailleurs grandi chacun de leur côté. Ils ont tous eu des vies extrêmement différentes. Et puis le narrateur nous dit, c'est très curieux, il se trouve que là, pile au moment où je commence, ils sont tous les 3 revenus en ville. Alors Dimitri, il est venu pour réclamer de l'argent. On ne sait pas pourquoi. Et Alyosha, il vient d'entrer comme novice au monastère. Et à partir de là, ça commence sur les chapeaux de roue. Et c'est 2 choses que moi, j'avais envie de dire sur les frères Karamazov, sur Dostoïevski. 2 choses qu'on oublie, je trouve, beaucoup. Ou alors on se fait un peu pervertir par la légende qu'un livre traîne et sans l'avoir lu, on a déjà des a priori. Les frères Karamazov, c'est très très drôle. Et
c'est drôle, mais enfin, c'est drôle sur l'excès, la folie, l'alcool, le doux, tous les personnages sont quand même très sombres. Oui, mais aussi sur le décalage qu'apporte le narrateur, en fait, qui peut nous raconter des choses absolument terribles, et puis après, dans une petite phrase, nous faire tomber la pression comme ça. Enfin, c'est un exemple et qui est débile, et peut-être que du coup, je vais exposer un sens de l'humour qui n'appartient qu'à moi, mais il y a par exemple ce médecin qui annonce au père que son enfant est malade et que peut-être il va mourir, et qui dit, à partir de maintenant, préparez-vous à tout et n'importe quoi. Et le narrateur dit, et ayant prononcé ces mots, lui-même se prépara à sauter la dernière marche de son carrosse qui était un peu haute. Voilà, c'est un narrateur qui tourne en dérision totale le tragique de la situation, et on n'y pense pas du tout quand on pense aux frères Karamazov. La deuxième chose, c'est que c'est vraiment un livre qui est trépidant. C'est-à-dire, comme je vous dis, on est déjà au milieu du gué, et puis on va se retrouver plongé dans une réunion de famille qui a lieu en plein monastère, où tout le monde devient fou. On ne connaît pas encore les personnages, que tout à coup ils se jettent à la figure des trucs pas possibles. On a l'impression qu'ils sont déchirés par ce qu'ils disent, et puis finalement ils reviennent dessus, ils disent non c'est faux, je bouffonnais, je ne suis qu'un bouffon. Il y a une fièvre. Moi, quand je lis les frères Karamazov, j'en arrive à un point où j'ai l'impression même que je vais être malade. Il y a quelque chose qui physiquement s'empare de moi. Et puis c'est presque un thriller, parce qu'il ne faut pas oublier de dire que c'est un parricide. C'est l'histoire également d'un meurtre. Et puis lequel des trois frères, en réalité il y en a 4. Hein. Bien sûr. Il y a le bâtard. Mais oui. La fausse piste. Ce pauvre garçon Christophe André, évidemment, Papa Freud, lui, va s'en donner à cœur joie avec Dostoïevski et le parricide. Il aurait pu faire une belle préface. Et c'est vrai, contrairement à Tolstoï, que Dostoïevski, lui, a le sens de la phrase qui fait plaisir et qui peut être lu isolément. Pères et maîtres, c'est dans les frères Karamazov. Pères et maîtres, je le demande, qu'est-ce que l'enfer? Je maintiens que c'est la torture d'être incapable d'aimer. Et c'est vrai que cette phrase est un véritable médaillon. On ne trouve pas ce genre d'effet dans Tolstoï. Non, on ne trouve pas d'effet de langue, on ne trouve pas l'humour désopilant que tu viens de souligner, là, qui m'a fait mourir de rire toute la salle. Je suis d'accord, là, c'est extraordinaire. Je vous sens taquin, moi, sur ce côté-là. Pas pourquoi. On prend un risque à chaque fois qu'on s'avance sur une blague, et tu le sais très bien, j'y suis allé, j'ai plongé. Ne m'enfonce pas, ne me noie pas. Bon, allez, voilà, je te repêche avec grand plaisir. Allez, attendez, on peut faire un truc quand même, on peut faire quelque chose qui serait pas si mal. Je vous propose que vous tranchiez, vous, téléspectateurs, regardez, l'été sera beau, l'été sera long, nous on revient qu'en septembre. Vous avez 3 mois devant vous. Alors, 1 mois et demi pour Tolstoï, 1 mois et demi pour les Karamazov. On les met tous les deux dans notre valise de la grande librairie. Ça va peser très très lourd.